a évoqué l'impact, donc du coup, ça fait la transition avec ce dont je souhaite vous parler. Je vais structurer ça en 3 points. D'abord, un constat sur l'enjeu pour nous en termes financiers et en quoi c'est important d'avoir de la capitalisation pour relever cet enjeu et en quoi c'est urgent. Parce que pour l'instant, on n'en a pas trop parlé, mais les sommes considérables dont les investisseurs institutionnels de long terme, dont les fonds de pension sont les plus représentatifs, il va falloir vraiment les mettre au travail avec un impact fort si on veut éviter des choses très désagréables. Deuxième point que je souhaiterais aborder, mais là, je sais que je suis en territoire conquis, si je puis dire, c'est les raisons pour lesquelles je pense qu'il est vraiment très important de compléter la répartition par de la capitalisation. Ça a déjà été évoqué, mais je le prendrai par un angle un peu différent. Et enfin, troisième point, c'est en quoi ces régimes de capitalisation peuvent faire des choses pour réaliser cette transition sans laquelle on va au-devant de désagréments très très forts. Alors sur le premier point, on a un besoin de financement, les chiffres sont discutés. Je ne sais pas si je peux encore citer McKinsey aujourd'hui, par temps qui court, mais ils font quand même de très bons papiers, notamment sur tous les enjeux de financement de la transition. Ils avaient un graphique, mais que je n'ai pas malheureusement, qui montrait le montant d'investissement annuel qu'il fallait réaliser pour espérer être à net zéro en 2050. Et on était de l'ordre de 9, quelque chose en trillions de dollars. C'est mondial. Alors là-dedans, ça se décompose en deux. Il y a ce qu'il faut faire par rapport au stock qui existe, avec ce qu'il faut continuer à financer les infrastructures, même carbonées, mais dont on a quand même besoin, parce que malheureusement, on n'a pas la capacité de fermer l'ensemble de l'économie pendant 5 ans, puis de faire du rétrofitting de tout ça, et puis de dire, bah, dans 5 ans, ça y est, tout va bien, parce que voilà, c'est comme ça, il faut quand même que les gens vivent. Donc, il va falloir financer ce stock, commencer à le faire évoluer, voire accélérer l'évolution d'une partie, mais au-dessus, il y a encore un surcroît d'investissement à consentir. Et il est assez considérable. Alors, la Banque mondiale a sorti un papier qui montre qu'il y a un besoin de financement énorme, et puis de l'autre côté, il y a des masses d'argent énormes qui sont les engagements retraite qui sont portés par ces acteurs de gestion des engagements retraite que sont les fonds de pension, éventuellement les assureurs, et qui ont cette particularité d'avoir des engagements très longs ou passifs, et normalement des engagements stables. Parce que là, il y a un petit problème de sémantique, c'est que parfois on parle de retraite, mais enfin on parle de choses qui additionnent une phase d'épargne et une conversion en rente derrière. Si on parle vraiment au sens strict de retraite, ça veut dire qu'on a une phase où on cotise, une phase où on perçoit une prestation, mais c'est le même actif qui est le garant des engagements. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais c'est important parce que du coup, la durée des engagements n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que dans un vrai régime de retraite, si je puis dire, vous allez avoir une duration de passif qui va être extrêmement longue. Et comme il n'y a pas d'option de sortie cachée, on sort en rente, eh bien vous avez ce temps qui est si précieux et si nécessaire pour pouvoir investir à long terme. Et je vais y revenir. Alors, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'être à net zéro, pour faire simple. Enfin, espérer maintenir l'augmentation de la température moyenne en dessous de 1,5 degré, 2 degrés normalement, idéalement 1,5 degré en moyenne, je vais revenir sur la moyenne, d'ici 2050. Pourquoi j'insiste sur la moyenne? C'est qu'on peut se noyer dans une rivière qui fait 50 cm en moyenne, parce qu'il y a des trous d'eau de temps en temps. Et vous imaginez bien que lorsqu'on voit des dômes de chaleur avec des températures à 30 degrés dans des endroits comme la Sibérie, vous dites quand même il y a un petit problème pour que la nature puisse résister à ce genre de choses, même si en moyenne la température n'a augmenté que d'1 degré. Donc ce dont il s'agit, c'est à la fois d'engager avec cet argent de très long terme
les actions nécessaires pour espérer maintenir l'augmentation moyenne des températures en dessous de 1,5. Mais malheureusement, c'est pire que ça, si je puis dire. C'est que, à supposer même, par exemple, qu'on mette au point la fusion, qu'on trouve un moyen de générer de l'électricité totalement décarbonée, on n'a pas réglé le problème. Pourquoi on ne l'a pas réglé? Parce que le niveau de prélèvement que nous exerçons sur la nature dépasse de très loin ce qu'elle est capable d'absorber. Je vais donner juste quelques exemples. Le sable. La Chine, je ne sais plus en combien d'années, mais a pratiquement consommé autant de sable que les États-Unis depuis qu'ils existent. Enfin, voilà, donc on a des ordres de grandeur qu'il faut avoir présents à l'esprit. Et puis, il y a quand même quelques cheveux blancs dans cette assemblée dont je fais partie. Je me souviens quand j'étais enfant, qu'on partait sur les chemins, non pas à bicyclette, mais en voiture. De temps en temps, il fallait bien s'arrêter à la pompe. Et là, le pompiste vous disait, je vous fais le pare-brise, histoire de justifier son pourboire. Et il le faisait parce que le pare-brise était maculé de... Là, maintenant, je peux aller jusqu'à Carantec ou à Quiberon. Le pare-brise est totalement clean. Donc, on a non seulement un problème avec le carbone, mais on a aussi un problème que la biomasse, tout ce qui fait que, par exemple, l'agriculture fonctionne, la pollinisation, c'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, s'effectue de plus en plus difficilement parce que des insectes pollinisateurs, comme ils n'ont pas de valeur, on ne peut pas leur attribuer une valeur, eh bien, comptent pour rien, alors qu'ils rendent un service effectivement considérable. Donc, je ne veux pas le saper le moral de l'assistance, mais écoutez Aurélien Barraud, pour ceux qui ne l'ont pas fait, et vous aurez une petite idée de quoi je parle quand je dis que le problème n'est pas seulement le carbone, n'est pas seulement le climat, c'est pire que ça. Et donc, il faut que les gens qui ont cette capacité à penser à long terme, et ils ne sont pas si nombreux que ça dans notre société, qui vit dans l'instantané, les gens qui pensent à long terme, alors ça va être curieux après ce que j'ai dit, mais... même si moi j'adhère totalement à l'énergie nucléaire, parce que je pense que c'est cohérent justement avec l'obligation de décarboner, les gens qui travaillent dans le nucléaire pensent à long terme. Pensent à long terme parce que, comme malheureusement vous l'avez vu, entre le moment où on prend la décision de construire un EPR et le moment où on le branche, il se passe du temps, mais c'est surtout que vous allez le gérer pendant 50, 60 ans, et puis après le démantèlement va prendre aussi un certain temps. Donc vous avez des gens qui sont capables de penser à long terme. Vous avez des forestiers aussi qui pensent à long terme, parce que voilà, ils travaillent pour eux. Et puis vous avez les fonds de pension. Et puis en dehors de ça, vous avez des gens qui vivent dans l'instantané. On a tous entendu parler du flash trading et du fait que les portefeuilles et actions tournent rapidement. Donc voilà, je pense qu'on a à mobiliser énormément d'argent. Il y en a. Il ne va pas au bon endroit. Il faudra en mobiliser plus. Mais ça, c'est possible. Après, il faut le bon cadre. La taxonomie européenne est un début d'orientation. Dans la mise en œuvre, je pense que ça va être très compliqué. Mais enfin, il y a une volonté d'aider les investisseurs à orienter l'investissement à long terme vers les activités qui contribuent à l'atténuation ou à l'adaptation, parce qu'il faudra aussi s'adapter, et puis à la gestion de l'eau, enfin l'économie circulaire, la pollution. Enfin. Donc il y a un cadre, il est complété, et ça c'est intéressant parce que c'est une démarche globale qui a une forme de cohérence, il est complété par la directive sur la responsabilité des entreprises, parce que si on n'a pas les bons indicateurs, la bonne information, ce qui va d'ailleurs conduire à réfléchir à une forme de standardisation de l'information, parce que les boîtes, elles ont autre chose à faire que faire 10 reporting selon 10 formats différents sur le carbone. Mais c'est nécessaire d'avoir cette information pour pouvoir évaluer la cohérence, la pertinence, la crédibilité de ce qu'elles font pour adapter leur modèle d'affaires, elles aussi, à cet objectif d'aller... Et en tant qu'actionnaire, c'est quand même la moindre des choses que les dirigeants d'une boîte vous expliquent, en particulier s'ils sont sur un secteur exposé, comment ils vont réorienter le supertanker de façon à ce qu'ils ne se prennent pas le quai et qu'ils continuent à pouvoir voguer. Et puis, à côté de ça, vous avez en complément la directive sur les fonds qui permet normalement, c'est plutôt pour les particuliers, de savoir que tel fonds
est assez cohérent avec cette taxonomie. On verra, je pense que l'intention est louable. Après, comme on sait, le diable est dans les détails, et on verra comment tout ça se met en œuvre. Ma conviction, c'est qu'on ferait l'économie de tout ça si on arrivait à mettre un vrai prix sur le carbone, mais le problème, c'est qu'on en parle depuis longtemps et qu'on n'a toujours pas vraiment réussi. Le transport n'est pas dedans, l'habitat n'est pas dedans. Bon, l'ETS sera peut-être étendu à ces secteurs, mais voilà, ça prend du temps. Je passe au deuxième point, pourquoi je pense que c'est vraiment important de compléter la répartition par la capitalisation. Alors moi aussi, j'ai une expérience américaine. Il se trouve que mes 2 premiers enfants sont nés à New York. Et donc, comme l'Américain moyen, une fois passé le moment de joie de voir arriver parmi nous un petit bébé, on se dit, ça, dans 18 ans, ça va rentrer à l'université. Et là, on se dit, ça va me coûter un bras. Eh bien, les Américains, intuitivement, ils savent que ce serait très, très bête de mettre chaque mois de l'argent investi en T-bills à 3 mois pour financer ça. Ils n'ont pas besoin d'être allés à Stanford ou à Wharton, ils le savent. Et puis en plus, au cas où ils ne le sauraient pas, il y a des gens qui se chargent de venir leur expliquer. Leur dire, écoutez, les 10 premières années, vous pouvez quand même investir assez largement en actions. Attendez pas la veille de la rentrée scolaire quand même pour être en cash. Parce que si vous êtes en septembre 1987, ça ne va pas être le même collège où l'enfant va aller. Hein. Il va falloir baisser en gamme pour que ça puisse le faire. Donc, voilà, c'est des gens... Alors, en France, l'éducation est gratuite. Certains diront que ça se paye d'une autre façon. Mais on n'a pas ce problème de financement à long terme. Dans le logement, ça relève d'autres circuits de financement. Donc, les Français n'ont pas, ou non plus, parce que ça existait à une époque, les Français n'ont plus cette culture de l'investissement à très long terme. Donc ça, c'est dommage. Bon, ça peut évoluer. Je ne reviendrai pas sur les avantages respectifs qu'aurait intrinsèquement un régime par rapport à l'autre, parce que je pense qu'en économie fermée, en fait, c'est toujours les actifs du moment qui payent la retraite de ceux qui ne sont plus en activité. Mais la capitalisation présente des avantages intrinsèques sur lesquels je voudrais maintenant m'arrêter. C'est qu'un régime de retraite en capitalisation, si celui qui le dirige respecte le devoir fiduciaire fort qu'il a pour le diriger, c'est un régime qui va automatiquement intégrer la contrainte de soutenabilité. Pourquoi ? Parce que ça commence au passif. Ça commence au passif, c'est que si vous tarifez mal le régime, il va se passer des choses très désagréables. Et la preuve en est, c'est qu'il y a certains fonds de pension qui sont mal gérés. Ayant vécu aux États-Unis, je vais vous dire que CalPERS, CalSTRS, qui sont souvent donnés en exemple, moi j'aimerais quand même qu'ils m'expliquent, et c'est des gens que j'ai bien connus, que j'ai fréquentés, qui sont copains, mais quand vous actualisez votre passif à 7,5%, c'est vrai que c'est plus facile, vous avez moins besoin d'appeler de cotisation. Mais ça, c'est comme 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si vous voulez. Hein, vous prenez le bon taux d'actualisation et vous montrez ce que vous voulez. Si vous êtes responsable, vous devez actualiser le passif avec un taux de rendement qui est le taux de rendement que vous pouvez légitimement espérer de votre actif. Là, on évoquait ce qui est déjà une très belle performance, 4%. Bon. Voilà, là, on est dans l'ordre. Et donc, je n'ai pas participé à la création de l'ERAF, donc je n'ai aucun mérite dans l'architecture dont je pense que c'est un régime qui a été bien conçu dans l'architecture. Je reviendrai après sur la façon dont il a pu investir. Mais il y a une chose dont je suis relativement fier quand je dirigeais l'ERAF, c'est qu'on a introduit un mécanisme de retour automatique à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, c'était au moment où il y avait la crise Europe, si le taux d'actualisation, si le taux de rendement de l'actif se rapproche du taux d'actualisation avec une marge qui n'est plus que de 20 points de base, on commence à préparer la retarification du régime. Et on l'a fait. On l'a fait, on a augmenté de 4,5% la valeur, le prix d'achat du point une année, de nouveau de 4,5% l'année d'après, pour que ce soit équitable entre les générations. On a
reculé de 2 ans l'âge à partir duquel il y avait une majoration de la retraite. Et du coup, on a pu baisser en quelque sorte le taux d'actualisation minimum qu'on pouvait encaisser. C'est une histoire de balance, hein, quand vous regardez un régime en capitalisation. D'un côté, vous avez des poids. Plus les poids sont loin à droite, plus ils pèsent, en fonction du taux d'actualisation. Et plus le taux d'actualisation va baisser, plus les poids qui sont très loin vont peser. Et donc, quand vous avez des rendements des actifs qui permettent à la partie gauche de la balance de peser, quand le rendement de ces actifs baisse, il faut bien compenser, parce que sinon, il y a un moment, c'est déséquilibré. Donc voilà, on a des régimes qui, intrinsèquement, ont incorporé. D'où après, une fois qu'on a regardé le passif, on regarde l'actif. Moi, je suis rentré là-dedans par le passif. Puis je me suis dit, mais les jeunes cotisants, le jeune fonctionnaire ou la jeune fonctionnaire qui rentre, les décisions d'investissement qu'on prend aujourd'hui, ils n'en verront le résultat que dans 40 ans. Or, c'est la garantie ultime des droits à retraite que l'on prend en leur nom à chaque fois qu'on reçoit des cotisations. À chaque fois que vous recevez une cotisation, c'est la même chose pour vous, eh bien, il y a quelqu'un qui, quelque part, voit son compteur tourner et qui acquiert un droit supplémentaire sur vous. Donc, le choix des actifs que l'on fait, il n'est pas neutre. Et par rapport au sujet dont j'ai parlé, est-ce que les décisions d'investissement qu'on prend aujourd'hui, c'est business as usual, ou est-ce que c'est des décisions qui vont contribuer à faire qu'on va être là où il faut en 2050 ? Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver un jour avec des actifs échoués, c'est-à-dire des trucs qui valent plus rien, ou qui valent beaucoup moins que ce que vous pensiez ? Voilà. Alors, l'intérêt de la capitalisation, ça a été déjà dit, je ne vais pas m'appesantir, mais évidemment, c'est de compléter la répartition par de l'épargne à très long terme qui va permettre effectivement aussi de traiter ce problème qu'on a vu, qu'on évoquait les boîtes qui vont se faire coter au Nasdaq, Criteo, très belle réussite française, où est-ce qu'ils partent ? Ils partent au Nasdaq. Et ça, c'est quand même un énorme problème. C'est-à-dire qu'à la limite, on a maintenant la capacité en France de financer jusqu'au stade de la fameuse licorne. Mais le problème, c'est le coup d'après. Comment on fait pourquoi, effectivement, on a évoqué Google, etc. Par exemple, quels sont les noms qui viennent à l'esprit ? Bon, il y a les frères Guillemot dans le jeu vidéo. Puis après, on a Ubisoft. Et après, on a ce vide qui fait que malheureusement, beaucoup des boîtes partent de l'autre côté de l'Atlantique. Un autre élément très important, je pense, qui fait qu'il faut développer une capitalisation collective, c'est que dans la répartition, ce n'est pas une critique, c'est un constat, vous avez, par définition, une redistribution instantanée. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, etc. Les fonds de pension, c'est des régimes préfinancés. Et donc, du coup, le choix des investissements que vous faites sont très importants. Donc, ça veut dire que cette question sur qu'est-ce qu'on finance pour arriver à une transition qui ne nous conduise pas dans le mur, enfin qui soit suffisamment rapide tout en étant acceptable socialement, eh bien, elle va être à un moment plus facile à intégrer dans le cadre d'un régime qui investit dans l'économie, plutôt que dans un régime où, de toute façon, la question ne se pose pas, puisque l'argent rentre, c'est instantané. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Donc, si on est en tout-répartition, il faudrait qu'il y ait un autre forum où ça se discute. Ça ne se discute pas trop. C'est pas pour dire que les fonds de pension, jusqu'à présent, ont beaucoup intégré cette dimension, mais on le voit que ça apparaît. Si vous traversez la Manche, vous allez en Angleterre, vous allez voir que le débat commence à monter en puissance, où il y a des gens comme Share Action qui disent eh bien, vous avez moins de 30 ans, vous feriez bien quand même d'écrire aux gens qui gèrent votre retraite, votre fonds de pension, pour savoir ce qu'ils font de vos cotisations, dans quoi ils investissent, etc. Alors, pour ne pas rallonger, je passe maintenant à que peuvent faire les régimes en capitalisation. Alors, il y a ce qu'ils peuvent faire pour faire évoluer un cadre qui reste quand même, je vais dire ça de manière très diplomatique, à améliorer. C'est vrai que
ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir, je ne comprends toujours pas comment on peut traiter de la même façon au regard de la régulation prudentielle des gens qui ont un passif stable à 30 ans avec des gens qui gèrent des engagements qui peuvent être exigés de manière instantanée. Solvabilité 2 n'est pas une mauvaise réglementation en soi. Si vous gérez effectivement un produit où on peut vous demander à tout moment de récupérer l'argent que vous avez confié, bah oui, la volatilité de la valorisation des actifs que vous avez achetés est un élément important du risque. Quand vous gérez des engagements à 30 ans et où on sort en rente, bah, que le marché soit à plus 1 aujourd'hui, moins 0,3 demain, plus 4, on s'en fout, c'est pas le sujet. Est-ce que vous avez la capacité de porter ce portefeuille suffisamment longtemps pour que de toute façon, solvabilité de appliquer à des gestionnaires de très long terme, c'est au contraire procyclique. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui ont la capacité à traverser la haute mer, même par gros temps, et auxquels vous allez demander, en quelque sorte, de vendre éventuellement des actifs au moment où le marché est déjà en train de plonger. Donc ça, je pense que collectivement, il faut continuer inlassablement à essayer de faire évoluer ça. En parallèle, il faut aussi obtenir plus de flexibilité sur l'allocation d'actifs. L'ERAF, quand l'ERAF a été créé, donc à partir de zéro, donc avec des cash flows énormes, n'avaient même pas le droit d'investir dans l'immobilier. Ce que peuvent faire là, eux-mêmes, sans attendre que le cadre évolue, ce que peuvent faire les fonds de pension comme vous, donc c'est se doter d'une doctrine qui est la leur, qui est conforme à leur gouvernance, à ce qu'attendent leurs mandants, sur comment on gère notre politique d'investissement pour éviter de se retrouver avec des actifs échoués et aussi pour bénéficier des opportunités que va offrir la transition. C'est très important. Qu'est-ce qu'on exige des gestionnaires auxquels on confie des mandats, sachant que le mandat est quand même le moyen d'imposer aux gestionnaires qu'ils mettent effectivement en œuvre ce à quoi vous tenez. Et enfin, je pense qu'il va falloir aller aussi au-delà du carbone, comme je l'indiquais, et s'intéresser beaucoup à la durabilité. Je pense que le prochain grand sujet que nous aurons devant nous sera tout ce qui touche à la biodiversité. C'est peut-être pas pour demain, mais c'est pour après-demain ou dans pas très longtemps. Enfin, je terminerai en disant qu'il faudrait quand même que les Français, de temps en temps, se rappellent que la diversité, c'est la vie, et l'uniformité, c'est la mort. Donc quand j'entends parler de la grande maison où voilà, tout le monde rentre dedans, là, ça me fait penser toujours à cette phrase de Cocteau, c'est quoi l'égalité en France? C'est couper toutes les têtes qui dépassent. Et je pense qu'on a suffisamment donné en la matière dans notre beau pays.